merci à Madame la Consul de nous faire l'honneur de sa présence pour cette commémoration du 65e anniversaire de l'indépendance. Je me représente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Manar Kali, je suis conseillère départementale sur le canton 4 de Montpellier. Première femme originaire de la diversité à être élue dans cette assemblée. Il n'y en avait jamais eu auparavant, donc voilà pour la petite histoire. Je suis franco-marocaine. Mes parents sont originaires de la région de Kenitra au Maroc. Ce que je connais moi de l'indépendance du Maroc, c'est les récits qu'ont pu me faire ma famille, mes grands-parents notamment de cette époque-là. Je suis contente aujourd'hui d'être associée à un événement qui nous permet une rétrospective sur cet événement majeur dans l'histoire marocaine et clé de voûte du Maroc tel qu'on le connaît actuellement. Donc j'aimerais laisser place en fait maintenant à Monsieur Sadki, violoniste, pour l'hymne marocain et français. Je vous prierai de tous vouloir vous lever. Je tenais à remercier tout d'abord l'association Étoile Solidaire pour l'organisation de cette commémoration et la rétrospective sur cette étape décisive de l'histoire du Maroc à travers la conférence qui sera tenue par la suite. Merci au président Mohamed Ben Seguir, aux bénévoles, cheville ouvrière de cette manifestation. Je sais tout le cœur que vous avez mis à l'ouvrage pour donner à cette commémoration la dimension qu'elle mérite. Merci d'avoir entouré cet événement de toutes les précautions sanitaires exigées par la crise que nous traversons. Et merci enfin pour votre ardeur que rien n'émousse, votre dévouement et votre détermination à construire inlassablement des ponts entre les deux rives de la Méditerranée. Merci aux partenaires, Family Market, AMP Conseil, Active Construction, Auditor Consulting, Jet Sécurité et Softcom. J'espère n'avoir oublié personne. Cette commémoration elle est importante à double titre. D'abord parce qu'elle marque l'anniversaire d'une date phare de l'édification puis de la consolidation du Maroc tel qu'il est aujourd'hui, un pays indépendant, moderne, uni et solidaire sous la conduite éclairée de Sa Majesté Mohamed VI. Ensuite, parce que se commémorer, c'est rendre hommage aux femmes et aux hommes qui ont œuvré pour cette indépendance, qui ont résisté, parfois au péril de leur vie, au service de la nation marocaine. Merci donc à M. Chieb Youssef de nous faire l'honneur de votre présence pour cette conférence importante. Je rappelle que M. Youssef Chieb est docteur en géographie humaine, arabophone, professeur associé à l'Université Paris 13 à la Cité Sorbonne.
Il participe également aux travaux des laboratoires de l'IRIS, de l'INSERM, de CNRS et de l'EHSES. Il est spécialiste reconnu de l'islam politique, de l'islam de France, des problématiques urbaines dans les quartiers sensibles et des mutations du monde arabe contemporain. Vous avez également été expert auprès du Programme des Nations Unies pour le développement, chargé de mission au service central du renseignement territorial afin d'assister ce service dans l'analyse et l'évolution de l'islam politique et la compréhension de la radicalisation en France. Vous êtes aussi conférencier formateur ponctuel à l'École nationale supérieure de la police. Vous intervenez régulièrement dans les médias français, francophones et arabophones, France 24, Al Arabiya, Jazeera, CNN. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages traitant de l'intégration, du communautarisme et de la transition identitaire des Français issus de l'immigration. Et vous êtes directeur de recherche au Centre français de recherche sur le renseignement à Paris. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, le manifeste de l'indépendance du Maroc que vous venez nous présenter aujourd'hui. Pourquoi es-tu venu en France, papa? Les théoriciens de l'islam radical et le vocabulaire islamique, mots-clés du langage théologique, religieux et politique de l'islam. Vous êtes associé aussi à des ouvrages collectifs, la diaspora marocaine entre mythes culturels et déclassement social, et la politique de la ville, intégration urbaine et cohésion sociale. Aujourd'hui, vous nous faites l'honneur de venir présenter votre ouvrage dans lequel vous revenez sur cet acte fondateur qui est le manifeste pour l'indépendance, ce tournant de l'histoire. J'aimerais reprendre une phrase en fait pour clôturer mon propos qui figure dans la 4e de couverture de votre livre. Si la géographie conditionne la guerre, l'histoire peut construire la paix et rapprocher ces deux peuples. Merci d'œuvrer pour ce devoir de mémoire nécessaire à tous et particulièrement aux générations futures. J'aimerais maintenant laisser la parole à Mohamed Ben Seguir, président de l'association Étoile Solidaire. Bonjour à tous, je vous remercie tous de votre présence. Tout d'abord, j'ai un gros merci à Madame la Consul Générale du Royaume du Maroc parmi nous. Il y a Perla Dana, la présidente de CRIF Languedoc, qui est parmi nous aussi. Il y a notre cher frère et ami, M. Youssef, j'ai vu qu'il vient de Paris, qui son agenda est très très chargé, mais malgré tout ça, il est venu quand même. C'est carrément, il a eu le temps de venir. Alors, j'ai un gros merci à tous les sponsors qui nous suivent tout le temps. Manar, il a déjà tout dit, mais moi, je vais le dire à 2 personnes qui me suivent beaucoup sur cet événement. J'ai Nadia et Ferdaous, s'il vous plaît, vous l'applaudissez parce qu'ils ont travaillé du jour et de nuit avec moi. Je les remercie de fond du cœur. Et j'ai dit à Madame Carla Carte, qui vient nous joindre aussi, la vice-présidente du Royaume de Relations Internationales, qui est parmi nous ici. Je viens de voir là, il y a 10 minutes, il vient d'entrer. Voilà, et là je donne la parole à Madame la Consul Générale du Royaume du Maroc. Mesdames et messieurs, bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier les autorités de l'État français et les élus de la République de France d'avoir permis, malgré le contexte sanitaire difficile, l'organisation de cet événement majeur dans l'histoire de notre royaume, la célébration de la 65e anniversaire d'indépendance du Maroc, du 65e anniversaire de l'indépendance du Maroc. Je voulais également remercier tout particulièrement l'association Étoile Solidaire pour son initiative louable, celle d'avoir organisé la célébration de ce jour mémorable de notre royaume. Je remercie la présence de Madame Perla Dana, présidente régionale du CRIF, mais aussi marocaine dans l'âme et dans le cœur, pour sa présence aujourd'hui pour célébrer à nos côtés ce grand moment. Je remercie la présence du professeur M. Youssef Chiheb, qui présentera les grandes lignes de ce moment historique. Mesdames et messieurs, je me réjouis d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer ensemble, au même titre que tous les Marocains et les Marocains, aussi bien à l'intérieur du territoire national qu'à travers le monde, et quelle que soit leur religion d'appartenance, pour fêter ce moment heureux dans la fierté
dans la solidarité et dans la fraternité. Je tiens à souligner que le consulat général du Royaume du Maroc à Montpellier est aux côtés des Marocains du monde, marquant notamment le soutien au tissu associatif marocain qui s'est mobilisé ce jour historique, témoignant ainsi de l'attachement indéfectible de nos Marocains du monde à leur patrie et à Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie. Il n'est pas à rappeler que le Royaume du Maroc a toujours été et restera toujours une terre de tolérance, d'acceptation de la différence, de solidarité, une terre d'accueil où se promeut le partage des valeurs communes, le respect des uns des autres, où le libre exercice du culte est garanti par la Constitution du Royaume. Ces valeurs communes se définissent par le dénominateur commun, essence de la marocanité de tous les citoyens et citoyennes, celui du triptyque qui anime tous les cœurs des Marocains. Allah, Al-Watan, Al-Malik. Je vous remercie. Bien, je vais laisser la parole dorénavant à Youssef Chieb pour sa conférence. Merci beaucoup. Salam alaikum, shalom, bonjour à toutes et à tous. Madame la consul générale, Madame Salm, Madame la vice-consul, Madame Hart, vice-présidente, j'espère ne pas me tromper, Montpellier Métropole. À ma chère amie que j'ai eu le loisir de rencontrer ce matin, Madame Dana, présidente du CRIF. À Monsieur Tahiri, semble-t-il, s'il est là. Mesdames et messieurs, toutes en vos noms et qualités. Je suis très heureux. Excusez-moi, je vois une chose qui je veux dire. Je suis très heureux d'être à Montpellier, non pas pour la première fois. Il y a une vingtaine d'années, j'étais conseiller de ministre, M. Jean-Pierre Chevènement, à l'intérieur, et j'étais chargé de venir aux côtés des défunt maire Georges Frêche pour mettre en place le contrat local de sécurité de la ville de Montpellier. Et depuis, je n'ai pas eu de retour jusqu'à aujourd'hui. Je suis très heureux d'être parmi vous. Je tiens à remercier vivement le président de l'association qui m'a invité, ainsi que ses deux collaboratrices, pour venir ici ensemble, à la fois en tant que Marocains, mais aussi en tant que Français, célébrer une des plus glorieuses phases de l'histoire de notre pays auquel nous sommes tous attachés, et que ces deux pays, l'histoire a voulu que leur destin soit scellé par cette parenthèse de l'histoire qui est le protectorat et qui allait devenir l'indépendance avec tous les symboles d'abord de notre royauté, de notre intégrité territoriale et de notre marocanité. Alors, comme ça a été présenté par la représentante du Conseil général, je ne suis pas historien proprement dit, je suis géographe, mais il s'est passé quelque chose en France en 2014. La France fêtait le 70e anniversaire du débarquement des Alliés en Normandie, avec bien sûr tout l'impact médiatique, tous les rituels de la République. Et moi, je me suis trouvé dans mon coin tout seul, à s'interroger pourquoi ne pas faire autant pour le 11 janvier 1944, parce que c'est effectivement la date réelle de l'indépendance du Maroc. 18 novembre 1956 allait simplement acter cette indépendance. Et que je me suis dit qu'il était de mon devoir de franco-marocain, d'universitaire, d'écrire ce récit historique en parlant plus sur des mots, sur des hommes, sur un destin commun entre nos deux chers pays,
le Maroc et la France. C'est pour cela que je l'ai intitulé « Une autre page de l'histoire ». Tout le monde connaît l'histoire de l'indépendance du Maroc, mais il y a certains coins qui sont restés entre parenthèses et qu'il était de mon devoir de mémoire, si j'ose dire, de les refaire surface avec une certaine vérité, sans réquisition contre la République, sans procès à la République, puisque le Maroc, quand il était occupé, je rappelle que la République était confinée sous le mandat de M. Pétain. Alors je voudrais aller plus vite avec ce support qui anime pour ne pas trop vous ennuyer, dans le contexte global que les générations montantes ici en France ne connaissent pas sur leur pays, ou ceux de leurs ancêtres, que le Maroc est rentré plus progressivement dans une pente le conduisant inéluctablement au protectorat en 1856, avec une dette colossale et qu'une convention en 1863 franco-marocaine acte l'état de quasi-faillite financière du royaume. Donc le mot protectorat prend tout un sens à la fois politique, historique et juridique. La France se devait de protéger le Maroc, parce que le Maroc est une grande nation et la plus vieille monarchie avec l'Angleterre au monde, 1000 ans d'existence, une très grande civilisation, un carrefour de croyances à la fois musulmanes, juives et chrétiennes, à la fois sur le plan ethnique des Arabes, des Berbères, des Hassanides, c'est-à-dire des habitants du Sahara. Cette exceptionnalité ou cette particularité du Maroc ne pouvait laisser la France, pays des Lumières, indifférente à ce pays et ne pas le laisser à l'appétit des empires prédateurs que sont l'Espagne, le Portugal, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Russie et d'autres. Donc les rois se sont trouvés dans ce contexte entre 1894, Moulay Abdelaziz, et Moulay Abdelhafid, jusqu'à 1912, Moulay Youssef. Et ce tragique processus a commencé, celui des démembrements du royaume du Maroc, dans l'accord de Fès, qui place le Maroc sous un protectorat français, qui sous-entend le démembrement du royaume chérifien. En zone française au milieu et en zone espagnole dans le Rif et dans le Sahara occidental, le Sahara marocain. Mohamed V se succède à son père en 1927. Il change où il met un terme à ce déterminisme de la colonisation en joignant son combat à celui du peuple et d'une minorité de nationalistes. Les accords de protectorat, donc, ont stipulé de laisser subsister l'autorité du Makhzen central, c'est-à-dire de l'autorité centrale, des anciens pouvoirs de Pacha el-Qaïd, mais avec une subordination à l'administration, la résidence générale. Donc je vais présenter ce travail sous 5 actes, le premier étant ce que j'ai appelé la prédation des empires et déterminisme colonial auquel le Maroc n'a pas échappé. À l'époque, je tiens à rappeler qu'au niveau des relations internationales, il n'y avait aucune instance de régulation ou de contrôle que sont aujourd'hui les Nations Unies ou le Conseil de sécurité. C'était la loi de la jungle, la loi des intérêts, la loi du plus fort. Et dans ce contexte, le Maroc a eu le malheur d'avoir affaire à 2 forces d'occupation. La France au milieu avec le Anvers, le sud, l'Espagne, et le nord, l'Espagne. Et une très grande partie de son territoire lui a été amputée par ces processus de démembrement. J'entends par là la partie est des frontières marocaines où se trouvent Tindouf, Béchar et autres, et la partie du Sahara marocain dont le processus n'a toujours pas fini. Dans ce contexte, des voix se sont élevées. Celle de Abdelkrim Khattabi, en tout cas dans le nord, du Rif, ce vaillant combattant qui a fait face à l'occupation espagnole, qui était fort de 60 000 hommes, sous le commandement de Sylvestre. Toutes ces choses sont connues, mais je tiens simplement à rappeler le passage du 2e paragraphe. Son remplaçant, le général Hidalgo,
fut le premier à larguer une bombe chimique de 100 kg de gaz moutarde depuis son avion Farman F-60 Goliath au cours de l'été 1924. Ainsi, ce fut le premier usage d'armes chimiques et de guerre contre l'humanité en dehors de l'Europe, contre des populations civiles. Je voulais que les générations gardent ça en mémoire, que l'Espagne a commis un crime de guerre au Maroc. Dans ce même processus, on a constaté une alliance entre Franco, le dictateur d'Espagne, et le maréchal Pétain, qui fut un temps héros en 14-18, mais devenu par la suite l'incarnation de l'horreur nazie vis-à-vis de nos compatriotes de confession juive qui a bien voulu les déporter dans les camps de concentration et de la mort. Je tenais à dire que ces deux personnes ont participé à cette guerre au Maroc et qui ont participé avec cruauté et violence contre des populations civiles tout en gardant l'image de grands hommes politiques. Le deuxième acte, dans cette période aussi, dans le malheur du Maroc, c'était aussi l'agonie de toutes les démocraties en Europe. Un krach boursier, la montée du fascisme et du nazisme, l'institutionnalisation de l'abomination qu'est l'antisémitisme, déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, la capitulation, la collaboration, puis la déportation et l'exil de la République. Les colonies exclues du champ politique et le conflit ainsi s'est mondialisé. L'Europe est déchirée, les crimes de l'humanité, les camps d'extermination. Le général de Gaulle à Londres, la résistance, les communistes, l'honneur de la République fut sauvé. Le troisième acte, l'histoire s'est accélérée. On a souvent, dans les films, dans les documentaires, on met beaucoup l'accent sur le débarquement en Normandie, en 6 juin 1944. Mais il faut rappeler que le sort de la guerre a été décidé au Maroc, à Casablanca, à Hôtel Anfa, en présence des grands du monde, comme Roosevelt, Churchill, le général de Gaulle ou le général Giraud. Et je voulais à ce titre marquer une interrogation. Les deux généraux français, de Gaulle et Giraud, sont venus à Casablanca, plaider la cause de la France, demander aux Alliés de participer à la libération de notre pays, la France, mais ils ont différé celle du Maroc. Et j'ai trouvé ça très intriguant d'être l'hôte du Maroc et de ne pas prendre en compte la singularité de ce pays qui fut le premier à reconnaître l'indépendance des États-Unis et le seul pays en dehors des autres colonies qui a donné le plus grand tribut en hommes et en troupes pour aller mourir dans les champs, dans les batailles de Monte Cassino, de Verdun ou d'autres pour la liberté en France. Ironie d'histoire, pendant la rédaction de ce manifeste, il était intriguant de voir la France, notre pays, fut aussi une France occupante et occupée. C'était le paradoxe de l'histoire aussi. Donc, en 1942, pour être concret, les troupes anglo-américaines débarquent sur les plages de Casablanca dans le cadre de l'opération Torche pour préparer le début du déploiement des forces alliées contre le régime fasciste en Italie et le régime nazi en Allemagne. Le sultan Mohamed V n'avait manifesté aucune sympathie pour les nazis. Il y avait deux rois au monde, celui de la Suède et celui du Maroc, les seuls qui ont refusé que leurs concitoyens, que leurs sujets portaient l'étoile jaune ou soient déportés. Quand les supplétifs de Pétain sont venus voir Sa Majesté Feu Mohamed V, lui demandant un quota de 30 000 de nos compatriotes de confession juive, Mohamed V a répondu tout simplement, ici il n'y a que des Marocains, il n'y a ni juifs ni musulmans, vous prenez tout le monde ou vous ne touchez à personne. Et ainsi, l'honneur de notre pays, le Maroc, a été sauvé et que l'histoire lui a acté cette position honorable de ne pas vendre aux idéologues, aux nazis, nos compatriotes qui sont là
depuis que nous avons tous, arabes ou juifs entre guillemets, quitté l'Espagne pendant l'Inquisition en 1492. Il protège ainsi les juifs marocains de la déportation. Et il obtient le soutien de l'Amérique par le président Roosevelt dans cette même conférence de Casablanca. Des images illustratives de débarquement américain dans les plages de Casablanca. Sur le plan cartographique, on voit bien que le départ ou le début de la grande offensive mondiale, le Maroc a eu l'honneur d'avoir ces plages, accueillir sans animosité les Américains, que tous les Marocains savaient qu'il y a quelque chose qui se passait de l'autre côté de la rive de la Méditerranée, mais qu'ils étaient tous dans la démarche et qu'ils ont tous adhéré et accepté la présence américaine, puisqu'ils étaient conscients, sur consigne de leur sultan Mohammed V, que cette opération, c'est pour sauver la mère patrie, comme s'appelait à l'époque, la France. Acte numéro 4. Le roi Mohammed V n'a pas cessé de poser cette question systématiquement aux résidents généraux de la France qui se sont succédés à Rabat pour demander l'indépendance du Maroc. L'indépendance du Maroc. Le soulèvement d'une élite et d'un sultan et d'un peuple fut le 11 janvier 1944, le 11 janvier. Donc pour moi, à titre personnel, c'est à partir de là où s'acte le premier pas vers l'indépendance. C'est 67 personnes, dont une femme, qui s'appelle Malika Belmehdi Fassi, mais qu'en réalité, son vrai nom est Memouna Hayim, qui était une Marocaine de confession juive, mais que pour des raisons de sécurité, puisque les supplétifs de Vichy étaient sur place, elle a emprunté un nom arabophone, mais qui a participé à l'histoire et donc à l'indépendance du Maroc. Et je tiens, en votre nom tous, de lui rendre hommage parce qu'il est mort en 1973 et qu'il est enterré dans ma ville natale de Casablanca. Voici succinctement le manifeste, la déclaration d'indépendance, un document d'une très grande valeur parce qu'il utilise un langage politique très fort, sans animosité vis-à-vis de la France, sans rancune. Il demande simplement ce que la France demande aux Américains, c'est-à-dire recouvrir notre liberté et notre indépendance. Je tenais aussi à travers, et comme c'était l'intitulé de mon livre, le manifeste de l'indépendance, Hommes et mémoire, je tenais aussi à rendre hommage à de grandes figures emblématiques de l'histoire de l'indépendance du Maroc, que fait Mehdi Ben Barka, le père de la tricontinentale, et M. Allal El-Fassi, le père de l'Istiqlal. Et en marge, en bas, c'est pas de la provocation, mais j'ai pris une photo dans les archives où on voyait les têtes dirigeantes des FLN, qui étaient tous, de l'Algérie j'entends, ils étaient tous au Maroc, qui ont bénéficié de la protection du Maroc, du soutien du Maroc, de l'amitié du Maroc, et aujourd'hui, on est en attente qu'on nous rende au moins à défaut la monnaie, qu'on nous rende l'ascenseur dans notre combat pour l'intégrité territoriale, mais on voit malheureusement que c'est le contraire qui se passe. Je laisse cette question en suspens pour les uns et les autres de cette forme d'ingratitude. Enfin, l'acte 5, la trahison, la répression, l'exil, mais au bout, l'indépendance. Notre souverain, fils Mohammed V, a eu le courage de résister d'abord à la trahison des caïds comme le Glaoui, en bas à droite, à la trahison de son propre clan familial, son cousin, Ben Arafa, et à la répression terrible du général Guillaume, le Savoyard, qui a commis l'acte irréparable, c'est de destituer, déposer le roi Mohammed VI, qui symbole l'intégrité territoriale et l'intégrité historique de notre pays. Et c'était l'erreur de trop, c'était le geste irréparable par cette déportation. Des lignes rouges ont été franchies. Bien entendu, les supplétifs de l'administration coloniale ont maintenu leur allégeance à Pétain. Ils ont voulu
allaient marcher sur Rabat et sur Fès et ont menacé le roi qui a fini par être déporté par le général Guillaume et remplacé par un vieillard docile, Mohamed Ben Arafat. Les attentats contre Ben Arafat se multiplient. De violentes émeutes à Casablanca, à Carrière Centrale, à Derb Sultan, où je suis né. Attentats contre Ben Arafat à Rabat, déraillement de train, massacre à Ouazzem, assassinat de colons, exécution sommaire des collaborateurs à la solde du général Guillaume. Ces deux photos que vous voyez, ils m'y tiennent beaucoup à cœur. La première à gauche, c'est le 27 août 1953. Mon oncle, Chihab Mohamed, a été abattu par la police supplétive de l'Eglaoui parce qu'il brandit le portrait de Sidi Mohamed Ben Youssef et qui réclame le retour légitime du sultan dans son pays après sa déportation. Et à gauche, à droite, c'est sa tombe, sa sépulture qu'il repose en paix au cimetière des Martyrs à Casablanca. La France a fini par comprendre que le Maroc était une très grande nation et que 1000 ans d'histoire, 1000 ans d'existence ne peut pas être traité comme le reste des colonies africaines ou des pays dont le principe même de l'État était artificiel, alors que le Maroc a une profondeur historique, un empire chérifien. Les premiers ministres de la 4e République ont compris que l'indépendance du Maroc doit être actée et le plus vite, pas dans les accords d'Aix-les-Bains, signalant ainsi quasiment et inconsciemment peut-être le crépuscule d'un empire colonial agonisant. Ce fut le début de la fin, par effet domino, l'indépendance de la Tunisie, le Maroc, l'Indochine et plus tard l'Algérie. L'indépendance du Maroc donc fut proclamée après les négociations et les accords de la conférence d'Aix-les-Bains en 1955 par le président Edgar Faure, résumant publiquement le compromis proposé au Maroc, selon l'expression qui lui est chère à l'époque, l'indépendance dans l'interdépendance. Encore une fois, le sultan Mohamed V a dit l'indépendance, rien que l'indépendance, toute l'indépendance. Finalement, c'est l'indépendance et la réconciliation. Et c'est une exception dans l'histoire du monde arabe, ou dans l'histoire du continent africain, où le Maroc a choisi, tout en réclamant son indépendance, de rester fidèle à son allié de toujours, qui est la France, la République, le pays où nous sommes tous aujourd'hui réunis. Ainsi, ces négociations ont conduit le retour légitime du sultan au Maroc, et le 18 novembre 1956, Mohamed VI proclame la souveraineté, l'indépendance du Maroc. Franco s'est retiré du nord du pays et le 20 octobre, Tanger, comme zone internationale, a réintégré le royaume. Enfin, je tiens aussi à rendre hommage à de très grands hommes que sont le général de Gaulle et feu Mohamed V, qui ont signé par leurs propres mots la paix des braves. Le général de Gaulle disait « c'est la paix des braves ». Mohamed V lui a répondu « c'est le Mektoub, c'est le destin ». Ainsi, le général de Gaulle décore le roi Mohamed V de compagnon de la liberté pour l'ensemble de l'effort qu'il a consenti auprès de la France. Plus de 64 000 Marocains sont morts sur le champ d'honneur. Leur sang est mélangé à leurs frères d'armes français dans les tranchées ou dans l'enfer de Monte Cassino. Enfin, en marge de ce travail, j'y tenais à rendre un vif hommage à mes oncles, à 3 de mes oncles, qui ont eu un destin tragique, qu'ils reposent en paix. Le premier, Abdelkader, mort sur le front de Monte Cassino, soldat indigène, soldat inconnu. À Mohamed, mort sous les balles à Casablanca, sans crime, avoir brandi la photo du sultan Sidi Mohamed Ben Youssef après sa déposition et au exil. Et enfin, Bouchaïb, soldat grièvement blessé dans la bataille de Dien Bien Phu en Indochine. Je tenais à ce que aussi ces anonymes rentrent par la grande porte de l'histoire et qu'on ne confine pas l'histoire à de simples historiographies des grands. Vive le Maroc, vive la France. Je vous remercie.